Bonjour les amis. Vous parler du coronavirus n'est pas quelque chose de simple, parce que d'un côté, vous montrez des vidéos anxiogènes qui font peur, c'est pas bon. Comme je vous l'ai expliqué, comme le docteur Schaller vous l'a expliqué hier, le système immunitaire c'est quelque chose, une fantastique machine, extrêmement puissante contre les virus et les microbes, mais c'est aussi une machine qui peut se gripper pour plusieurs raisons. Les additifs alimentaires que l'on met dans la bouffe industrielle, la pollution, les médicaments, les métaux lourds que l'on met dans les vaccins, mais aussi le stress, la peur et la fatigue. Mais d'un autre côté, le savoir est une arme. Et en ce moment, on a la démonstration éclatante des mensonges des médias. Parce que d'un côté, nous avons Internet. Alors évidemment, tout d'un coup, tout ce qui est sur Internet est fake, mais nous avons quand même des milliers et des milliers de vidéos de Chinois qui risquent beaucoup en les faisant, qui nous montrent une réalité qui n'a strictement rien à voir, avec ce que les médias nous disent, et les médias nous disent quoi? Ce que le gouvernement chinois leur dit de dire. Donc évidemment, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie de faire peur. Ce qui est à l'inverse de la technique utilisée pour la dernière épidémie. Vous vous souvenez, notre ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, avait commandé des millions et des millions de vaccins, et les Français n'avaient pas suivi. Donc là, c'est différent, c'est complètement différent. Je pense qu'on doit utiliser une autre tactique. C'est pas possible que les médias soient aussi nuls qu'ils ne le sont en ce moment. C'est pas possible, c'est juste pas possible. À l'heure d'Internet, c'est pas possible de ne pas voir ce qui se passe réellement en Chine si on cherche, quoi. Et ce qui s'y passe est catastrophique. Donc, imaginez que vous vivez dans un monde de bisounours où nos hommes politiques nous disent la vérité, ils sont tous gentils, où les empires industriels, pharmaceutiques, chimiques travaillent pour notre bien, et où les médias seraient indépendants et ne répètent pas comme des perroquets ce qu'on leur donne à dire, c'est se tromper totalement. Donc je suis moi abonné à la lettre de Jean-Jacques Crèvecoeur depuis longtemps, c'est un lanceur d'alerte qui travaille d'arrache-pied. Et il a fait là, le 10 février dernier, une vidéo qui est remarquable, avec un travail de recherche fantastique. Il s'était trompé dans un premier temps, il va vous expliquer pourquoi il s'était trompé, et il faut vraiment prendre 1 heure pour regarder cette vidéo, car les informations qu'elle contient sont essentielles dans de nombreux domaines. Évidemment, cela tourne sur le coronavirus. Et à la fin de cette vidéo, il a demandé à tout le monde, aux lanceurs d'alerte, de faire tourner sa vidéo, de la relayer sur nos différentes chaînes YouTube ou ceux qui ont des sites, pour pouvoir la divulguer à la majorité des personnes. Et il a aussi peur que sa chaîne YouTube ne fait pas long feu, même si lui, il a une chaîne privée. Mais évidemment, sa chaîne privée, il faut avoir un email, il faut être inscrit, elle est complètement gratuite, sa chaîne. Mais il apporte vraiment des preuves incroyables dans la vidéo qui va suivre, et notamment une chose que j'ignorais, la mort étrange le 4 février dernier de Frank Plummer à Nairobi au Kenya lors d'une conférence sur le VIH. Et Frank Plummer avait certainement une liaison avec ce coronavirus, car on dit que les Chinois l'auraient volé. C'était un Canadien, Frank Plummer, que les Chinois auraient volé ce coronavirus au Canada. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur va vous expliquer tout cela bien mieux que moi. Écoutez, diffusez, partagez. Je vous mets dans le descriptif absolument tous les liens que Jean-Jacques Crèvecoeur a donnés dans sa vidéo originale. Dans sa vidéo originale, il y a déjà le logo OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qui arrive, du style, si vous voulez avoir des informations sur le coronavirus, cliquez chez nous, n'écoutez surtout pas les autres. Certainement, ce logo va aussi arriver sur ma vidéo. N'ayez pas peur, c'est difficile, je sais, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut travailler sur soi pour ça, il vous l'explique aussi. Mais
Le savoir est une arme et vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance de ce qui se passe. Voilà, à très bientôt, bye bye. Il y a quelques jours, je vous proposais une conversation du lundi consacrée au coronavirus et je reconnais que je me suis trompé dans mes propos. Je vous invite vraiment à écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'ai passé toute ma journée du vendredi, toute ma journée du samedi, toute ma journée, ou en tout cas la matinée du dimanche, en partie en tout cas, pour mettre à jour les informations que je vous avais données. Et comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, je me suis trompé. Je me suis trompé lourdement dans les propos, dans certains propos en tout cas que je vous ai donnés. Et c'est, je pense, de ma responsabilité de rectifier ce que je vous ai dit en toute bonne foi. Et je tiens vraiment à remercier plusieurs personnes qui m'ont interpellé suite à cette vidéo que j'ai publiée aussi bien sur ma chaîne privée que sur YouTube. Et bon, évidemment, il y a toujours des gens qui m'injurient, et sous le couvert total de l'anonymat en plus, donc ça je dirais je ne réponds même pas à ce genre d'attaques méchantes et gratuites et je les supprime systématiquement, donc je ne m'occupe même pas de cela. Par contre, il y a parmi vous des personnes qui prennent le temps d'articuler leurs critiques, leurs interpellations, et c'est vraiment comme ça que je considère les conversations du lundi. C'est comme une conversation entre gens intelligents, respectueux, et j'ai été interpellé entre autres par quelqu'un dont je tairai le nom par respect pour sa vie privée, je dirais, pour son identité, mais quelqu'un qui se reconnaîtra probablement et qui s'est présenté à moi dans les commentaires comme ingénieur en biotechnologie et en me disant que je me trompais lourdement. À partir de là, vous savez, moi j'ai toujours pratiqué le doute systématique, hein, je vous en ai parlé dans les dernières conversations du lundi, donc c'est évidemment, je n'ai jamais enseigné que ce que je vis moi-même, que ce que j'expérimente moi-même, et donc à partir du moment où j'ai des gens articulés qui connaissent bien mieux que moi des choses en biotechnologie, eh bien, je me suis remis en question, donc j'ai j'ai été fouillé davantage dans un certain nombre de documents. J'ai été aidé aussi par le responsable du site Artemisia College, donc Jacques, qui m'a envoyé toute une série d'informations que je n'avais pas repérées dans mes premières recherches, et pourtant j'avais déjà fait pas mal de recherches. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que je vous donne une information qui me paraisse encore beaucoup plus juste. Alors, tout ce que je l'ai dit dans la première vidéo n'est pas faux, mais il y a une chose fondamentale que je vous ai dite qui était fausse. Je vous le dis tout de suite et puis je développerai cela dans le reste de la vidéo. Je vous ai dit que jusqu'à présent, dans la nature, on n'avait jamais trouvé un virus qui était à la fois très contagieux et très mortel. Et je vous avais donné l'explication. Mon explication était totalement juste, à la différence que cette explication ne vaut que pour les virus naturels. Donc dans un virus naturel, soit il est très contagieux mais extrêmement peu mortel, et donc c'est pour ça il parvient à être très contagieux, hein. Je ne vais pas reprendre toute l'explication que je vous avais donnée la fois dernière, c'est que donc il a le temps de se transmettre d'un hôte à l'autre pour pouvoir se diffuser, se multiplier, mais en même temps il n'est pas mortel, parce que s'il était à la fois contagieux et mortel, ben, la personne qui héberge un virus meurt tout de suite, en mourant tout de suite, n'a pas la possibilité de transmettre le virus à d'autres hôtes, puisque je vous rappelle qu'un virus a besoin d'être accueilli par un hôte, par les cellules d'un hôte, pour pouvoir justement se multiplier. Et donc je vous avais dit, soit on est très mortel et très peu contagieux, soit on est très contagieux et très peu mortel. Et donc je vous avais dit, ne vous inquiétez pas. C'était sans compter sur le fait que, malgré le fait que j'avais l'information que ce virus n'était pas un virus naturel, que c'était un virus qui a été fabriqué en laboratoire, et là je vous donnerai quelques explications dans quelques minutes, eh bien cette fois-ci, il semble que les
biologistes qui ont manipulé ce virus du coronavirus version 2019 et réussi leur coup. Et c'est donc un virus militaire, c'est un virus qui a été conçu à des fins militaires de guerre bactériologique. Eh bien, cette fois-ci, il semble, d'après les informations que j'ai actuellement, et je mets encore cela au conditionnel, mais il semble qu'ils sont en train de réussir leur coup, c'est-à-dire, pour la première fois peut-être, ils sont en train de disséminer un virus qui réussit à la fois à être contagieux et extrêmement mortel, ce qui fait que la situation actuelle en Chine est bien plus catastrophique que ce que les médias dominants tentent de vous faire croire. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire en préambule, pour vous motiver à écouter la suite de ce que j'ai à vous dire, de ce que j'ai à vous donner comme information. Si je vais prendre du temps pour vous donner les informations, c'est pour que vous puissiez vous faire votre opinion vous-même, et je laisserai un certain nombre de liens que vous pourrez vous-même cliquer, bien que ce genre de lien disparaît assez rapidement, puisque sous la vidéo précédente, j'avais mis le lien de l'étude du Lancet qui prouvait que les premiers cas infectés ne venaient pas du marché humide de Wuhan. J'ai voulu retourner sur cet article du Lancet, qui est donc une des plus grandes revues, une des revues les plus fiables sur le plan scientifique. Eh bien, figurez-vous que je suis tombé sur une page 404. Heureusement que j'avais téléchargé les graphiques qui étaient tirés de cet article, que vous voyez ici à l'écran pour l'instant, mais l'article en lui-même, je n'avais pas eu le temps de le télécharger et je n'y ai plus accès. Il y a d'autres articles qui ont disparu dans les liens que j'avais donnés sous la vidéo d'il y a quelques jours. Voilà. Donc, en fait, il semble qu'il y ait effectivement toute une opération de censure pour masquer le fait que ce virus qui sévit actuellement en Chine est un virus de fabrication artificielle à des fins de guerre bactériologique militaire et qui est en train de faire des dizaines de milliers de morts déjà à l'heure actuelle, alors que les médias sont en train de vous donner des chiffres de quelques centaines. Et c'est ça qui avait fait que je ne m'étais pas du tout inquiété. Et en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis inquiet. Alors, pour terminer mon préambule et vous donner un peu la structure de cette vidéo d'aujourd'hui, si vous avez envie de me traiter de conspirationniste, je dirais passez votre chemin. Je ne suis pas ici pour me faire traiter de conspirationniste. Je ne suis pas ici pour me faire injurier. Je ne suis pas ici pour me faire menacer. Ça, j'ai déjà donné au moment où j'ai alerté la population avec la grippe H1N1 et la vaccination H1N1. J'avais eu 32 menaces de mort, des centaines de courriels d'injures. J'ai plus envie de ça. Donc, si vous avez envie de croire que ce que les médias vous donnent, les médias mainstream, les médias dominants vous donnent comme information, et ce sont des informations tout à fait fiables, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir. Je m'adresse surtout à ceux qui sont sur la chaîne YouTube, parce que bon, ceux qui sont sur ma chaîne privée, vous me connaissez et vous êtes venus volontairement sur ma chaîne privée, mais passez votre chemin, s'il vous plaît. De toute façon, je vais supprimer vos commentaires injurieux, haineux, qui sont d'autant plus ridicules qu'ils sont postés avec des identités fictives, des identités anonymes. J'en ai rien à foutre. Je suis ici, je passe mon temps. Pour l'instant, je ne m'occupe plus du tout de mon activité professionnelle avec laquelle je devrais gagner de l'argent pour pouvoir payer toute mon équipe et pour pouvoir me payer. Pour l'instant, je ne consacre mon temps au coronavirus et à la 5G, donc à ces deux dossiers qui me rapportent rien, qui me coûtent de l'argent. Alors, je ne suis pas ici pour recevoir des injures. Voilà. Les choses étant dites, j'espère que donc il y a un certain nombre d'entre vous qui avez arrêté d'écouter la vidéo, et maintenant je m'adresse à ceux parmi vous qui ont envie d'en savoir plus et qui ont de la bienveillance à mon égard, ce dont je vous remercie à l'avance.
je je vous avoue que depuis que j'ai été interpellé par plusieurs internautes et que j'ai fait mes propres devoirs, que j'ai remis en question ma position et que je me suis rendu compte que la situation en Chine était bien pire que ce que j'avais annoncé mardi, j'ai été vraiment dans un conflit de conscience, dans un cas de conscience qui était de dire qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je leur dis la vérité parce que je sais que vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à me faire confiance. Et donc je me suis demandé, est-ce que je leur dis la vérité avec le risque de provoquer peut-être un vent de panique ou en tout cas de l'anxiété chez vous, ou est-ce que j'en reste au discours qui a été très apprécié. À l'heure où je vous parle, on en est à 33 000 vues de cette vidéo sur le coronavirus en quelques jours, ce qui est vraiment un record sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai pensé à mes filles, j'ai pensé à mes deux ex-femmes que j'aime encore beaucoup, avec qui j'ai encore des relations. J'ai pensé à mes amis. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je ferais vis-à-vis de mes filles, de mes ex-femmes, de mes amis? Est-ce que je leur dirais la vérité ou est-ce que je les laisserais dans l'ignorance et de ne pas les préparer? Et finalement, la réponse, elle est devenue très claire, c'est non, c'est mon devoir de donner la vérité, de dire la vérité, même si c'est une vérité qui est effrayante. Alors, j'espère franchement que ce qui est en train de se passer en Chine restera confiné au territoire de la Chine, mais si ça débarque dans nos pays, que ce soit le Canada, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, ben, je préfère que vous soyez prévenus pour avoir pris les précautions à l'avance. Et ce sera la dernière partie de ma vidéo. D'ailleurs, ce seront les quelques recommandations que je pourrai vous faire pour vous préparer au pire. Alors, si le pire n'arrive pas, ben, tant mieux. Tant mieux. Mais, comme le disait un de mes amis, si je vois un camion arriver à pleine vitesse et que mon enfant est sur le point de traverser, je vais le prévenir qu'il y a un camion qui s'en vient. Ça ne veut pas dire pour autant que l'enfant va se prendre le camion dans la figure, voyez? Mais le fait d'être prévenu qu'il y a quelque chose qui s'en vient, probablement, et laisser le conditionnel dans tout ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous donner des faits sur lesquels je me base, qui me font dire que la situation est probablement beaucoup pire que ce que les médias sont en train de nous raconter. Donc, la structure de ma vidéo, c'est que d'abord, je vais comparer en fait la stratégie que les médias dominants ont prise au moment de la crise H1N1 en 2009. Donc je vais y aller très rapidement pour comparer la stratégie des médias en 2019-2020. Et vous allez voir qu'en fait, c'est une attitude totalement inverse. Et c'est ça qui a fait que je me suis trompé dans ma vidéo précédente. C'est que j'ai cru que c'était un remake de la grippe H1N1, alors qu'en réalité, on est dans une stratégie, eux aussi. Ils ont tiré les enseignements du plantage monumental dans lequel ils se sont trouvés. Et donc, du coup, ils ont changé de stratégie. Et cette stratégie, cette fois-ci, c'est de minimiser la menace pour pouvoir nous prendre par surprise et pour pouvoir nous imposer une vaccination de masse. Ensuite, je vous suggérerai un certain nombre de conseils et je terminerai par une note plus spirituelle et plus profonde. Voilà. Mais donc, comprenez bien que ici, moi, j'ai rien à vous vendre. Je suis pas ici non plus pour vous... je dirais, je veux pas vous effrayer non plus, je veux vous prévenir. Je suis pas ici même pour vous dire ce que vous avez à faire. Moi, je vais vous dire ce que moi, je ferais si effectivement, ici au Canada, il commence à y avoir des signes d'épidémie et puis de pandémie. Voilà, mais je suis pas en position de pouvoir vous dire faites ça ou ne faites pas ça. Ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite en 2009, c'est que je disais aux gens, n'allez pas vous faire vacciner, alors que l'OMS disait, allez vous faire vacciner, etc. C'est-à-dire que j'avais la même
la même attitude de prise de pouvoir en miroir, si vous voulez, par rapport à l'OMS. Et ça, je ne veux plus le faire. Je suis ici pour vous donner des informations et puis vous en ferez ce que vous en voudrez en votre âme et conscience. C'est tout. D'accord? Bien. Alors, rapidement, donc premier point de ma vidéo, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2009 au niveau de la grippe H1N1? Donc j'y vais très très rapidement, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc j'y vais très rapidement, mais surtout pour mettre en lumière l'attitude des médias et aussi les problèmes qui se sont posés suite aux traitements qui ont été proposés, parce que ça va vous être utile dans le cadre actuel. Donc, je rappelle, en avril 2009, l'OMS, alors qu'il n'y avait aucune alerte pandémique, l'OMS a changé ses critères pour diminuer fortement l'exigence des critères pour pouvoir déclarer une pandémie. Hein, avant, il fallait vraiment des critères extrêmement forts et extrêmement dramatiques pour qu'on puisse décréter une pandémie. Et là, tout à coup, ils ont ramené ça à des choses extrêmement simples. Et ça, c'était entre le 25 et le 27 avril 2009. Début mai 2009, il y a eu, comme par hasard, quelques jours plus tard, le foyer de grippe H1N1 au Mexique qu'on a qualifié erronément de grippe porcine au départ. Finalement, on s'est rendu compte par la suite que ce virus H1N1 était une combinaison artificielle de virus aviaire, de virus porcin et de virus humain. Donc en fait, c'était un tiers. Donc c'était quelque chose qui n'est pas possible selon une mutation naturelle. Donc c'était déjà un virus qui était, je dirais, qui était artificiellement monté pour pouvoir effectivement vacciner un maximum de personnes au niveau de la population. Et on a agité le spectre très rapidement de la grippe espagnole. Alors, je ne vais pas parler de la grippe espagnole maintenant, ça m'entraînerait trop loin, mais sachez que sur ma chaîne privée, qui est une chaîne gratuite, mais où je peux parler de façon beaucoup plus libre à des gens qui ont choisi de me suivre au niveau des informations que je leur donne gratuitement. Donc, si vous voulez vous rejoindre ma chaîne privée, eh bien, notez l'adresse qui s'affiche à l'écran pour l'instant ou cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous ou juste au-dessus de la vidéo. Ça dépend si vous la suivez sur YouTube ou Facebook. Bien. Donc, sur la chaîne privée, je ferai une petite vidéo sur la grippe espagnole pour vous démontrer qu'en fait, cette grippe espagnole n'avait rien à voir avec la grippe et n'avait rien à voir avec l'Espagne. Donc voilà. Et en fait, on se rend compte maintenant, il y a eu plusieurs études américaines qui ont été menées ces 10 dernières années, qui ont prouvé en fait que les gens qui sont morts, et on parle de 50 à 70 millions de morts entre 1918 et 1919, les gens qui sont morts d'une surconsommation d'aspirine. L'aspirine était une invention de la firme Bayer qui venait de sortir en 1917 et en fait la réaction de l'acide acétylsalicylique et les symptômes grippaux mis ensemble ont créé une hécatombe. Je vous explique ça dans une vidéo particulière que je vais enregistrer dès demain ou après-demain sur ma chaîne privée. Donc, mais on a agité le spectre de la grippe espagnole. Le 11 juin 2009, la directrice de l'OMS, qui était une chinoise d'ailleurs, a décrété la pandémie. En juillet, dans le plus grand secret, les militaires européens, les militaires canadiens, américains ont été préparés pour encadrer militairement une campagne de vaccination obligatoire. Et c'est là qu'un certain nombre de lanceurs d'alerte, dont j'ai fait partie, nous étions quelques dizaines dans le monde francophone, à alerter la population sur le fait que c'était vraiment une invention de toute pièce de l'OMS et que c'était une campagne de peur orchestrée par les médias pour pousser la population dans un processus de vaccination qui aurait été un processus de vaccination obligatoire encadré militairement. C'est pour ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que
chaque pays a commandé plus de doses qu'il n'y avait d'habitants dans le pays pour pouvoir fermer les frontières et vacciner, y compris les touristes ou les visiteurs qui se trouvaient dans le pays à ce moment-là. Par exemple, la France a acheté 110 millions de doses alors qu'il fallait une dose par personne, alors que la France, c'est combien? 67 millions d'habitants. Donc on est loin de 110 millions. Même chose au Canada. Au Canada, nous sommes 35-36 millions d'habitants. Il y avait 55 millions de doses qui ont été commandées, etc. etc. Donc, si vous regardez bien, l'attitude des médias à ce moment-là, ça a été vraiment de faire une campagne médiatique de peur, une campagne médiatique de désinformation, en exagérant énormément le risque sanitaire, le risque morbide, le risque létal de cette fameuse grippe qui, en fait, cette année-là, a fait beaucoup moins de morts que la grippe saisonnière habituelle. Bien. Mais comme les gens non seulement étaient prévenus par des gens comme nous qui avons énormément investi de notre temps, de notre énergie, parce que les journalistes ne faisaient pas leur travail, eh bien, en plus, ne voyant personne mourir autour d'eux, eh bien, ils ont dit « va te faire voir ». Et donc, des pays comme la France ont eu 8% de taux de vaccination. Un pays comme la Pologne, où la ministre de la Santé s'était opposée à l'OMS, il y a eu un taux de vaccination de 0% en Pologne. Il n'y a qu'au Québec où on a eu 57% de taux de vaccination et en Suède 60% de taux de vaccination, parce que là, les médecins dans les deux pays ont été muselés par le ministre de la Santé, ont été menacés d'être rayés de l'ordre des médecins s'ils disaient quelque chose contraire. Et donc, comme les médecins ont eu peur, eh bien là, la population a été se faire vacciner de façon massive. Alors, il y a eu, je dirais, deux problèmes majeurs qui ont été observés au niveau de cette campagne. Premier enjeu majeur, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes sont mortes suite à l'administration d'un antiviral dont le nom était le Tamiflu. Le Tamiflu donc c'est sorti dans la presse dans les premiers jours où en fait les gens qui étaient traités avec un antiviral mouraient systématiquement dans les 24 ou 48 heures alors que le Tamiflu était supposé avoir un effet antiviral et donc un effet qui consistait à diminuer les symptômes. Et donc à partir de là, il y a eu une omerta au niveau des médias et plus personne n'a parlé du Tamiflu, mais on a continué à prescrire énormément de Tamiflu. Et donc aujourd'hui, certains observateurs, certains médecins, certains épidémiologues disent que la plupart des morts qui ont existé dans cette campagne de grippe H1N1 qui n'était vraiment pas mortelle et vraiment pas contagieuse, eh bien, sont dues plus à l'administration de Tamiflu. Alors je vous dis ça parce qu'il est très possible que si je dirais l'épidémie arrive en Europe ou en Amérique du Nord, enfin dans les pays où vous vous trouvez, on vous propose des antiviraux. Donc, méfiance. Par rapport à cela, j'imagine que les conditions n'ont pas vraiment changé par rapport à la condition de ces Tamiflu, mais peut-être que dans ma chaîne privée, je vous donnerai plus d'informations si je parviens à trouver des informations actualisées par rapport à ça. L'autre problème, c'est qu'il y a eu énormément d'effets secondaires liés à la vaccination au moment où on a commencé à vacciner. Un des effets secondaires les plus spectaculaires, c'était la narcolepsie. Il y a eu énormément de cas de narcolepsie. Je me souviens qu'en février 2010, les services d'urgence ont été complètement dépassé, c'était vraiment un dépassement historique, il n'y avait jamais eu autant de gens au mois de février qui ont surchargé les urgences et il y a eu énormément de gens qui sont morts aux urgences parce qu'on n'avait pas le temps de les traiter, on n'avait même pas le temps de les accueillir.
Et ça, c'est, vous savez, moi, ça fait 17 ans maintenant que je vis au Québec. C'est la seule fois que, au Québec, il y a eu ce genre de crise sanitaire, comme par hasard, 2 mois après les campagnes massives de vaccination. Il y a eu énormément de fausses couches aussi, puisqu'on disait qu'il fallait protéger les femmes enceintes, donc il y a eu énormément de fausses couches. Et les femmes qui ont été jusqu'au bout de leur grossesse, mais qui avaient été vaccinées dans les 3 premiers mois de leur grossesse, donc qui ont accouché en juin 2010, juillet 2010, ont vu énormément de bébés. On a vu énormément de bébés naître avec des insuffisances cardiaques ou des problèmes cardiovasculaires. J'ai été prévenu par un pédiatre et une infirmière de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, pour ceux qui connaissent. Et ils m'ont demandé d'en parler et je leur ai dit, ben, il me faut votre témoignage parce que là, moi, je ne peux pas juste dire, ouais, on m'a dit que. Ils n'ont pas voulu parler, ils n'ont pas osé parler, mais je peux vous dire, en tout cas, si vous faites des recherches, c'est qu'il y a eu énormément de problèmes cardiaques chez les nouveau-nés suite à cela. Donc, je dirais que voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à la stratégie de 2009. Et il y a eu quand même un gros bénéfice pour l'OMS, c'est que grâce à cela, grâce à cette gestion catastrophique de la pandémie, l'OMS a quand même obtenu de l'ensemble des pays que les pays signe une convention qui donne les pleins pouvoirs à l'OMS en cas de pandémie majeure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OMS, si elle décide, donc l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la santé, si elle décide que la situation sanitaire requiert que l'on prenne des mesures coercitives, que l'on prenne des mesures d'état d'urgence, donc des mesures dictatoriales, même si le pays s'oppose aux recommandations de l'OMS, l'OMS maintenant a le pouvoir de mobiliser l'armée, de mobiliser la police et d'imposer une campagne de vaccination obligatoire dans le pays qui serait choisi par l'OMS ou dans les pays qui seraient choisis par l'OMS. Donc ça maintenant, c'est signé dans la charte de l'OMS. Ça a été, je dirais, le grand bénéfice de la campagne H1N1 en 2009. Donc, même si, effectivement, ils n'ont pas atteint leur objectif de vacciner les gens, ils ont quand même obtenu comme objectif que, maintenant, les pays sont pieds et poings liés par rapport à cette charte de l'OMS. Bien. Alors, entre 2009 et 2019, il y a eu quelques essais ratés avec Ebola, le SRAS, le MERS, etc. Parce que je dirais que les laboratoires de niveau P4, comme je vous le disais, ou BSL 4, donc Biosafety Level 4, donc allez, ces laboratoires qui sont au nombre de, je ne sais plus combien, je les ai comptés l'autre jour, mais c'est moins d'une vingtaine de laboratoires qui existent dans le monde, qui ont le niveau de sécurité maximal, où ils s'amusent à étudier, soi-disant, les virus les plus dangereux, les plus virulents. En réalité, ce sont des laboratoires qui travaillent à la préparation d'une guerre bactériologique, parce que c'est beaucoup moins coûteux de décimer un pays en les tuant par une arme biologique, bactériologique ou virologique, plutôt que d'aller lâcher des bombes, parce qu'après, il faut reconstruire ce pays, vous voyez. Et donc, c'est le grand fantasme des militaires, c'est le grand fantasme de ces psychopathes qui sont à la tête des grandes puissances, c'est de disposer de la meilleure arme biologique possible pour décimer une population en quelques semaines ou en quelques mois. Et donc, il y a eu quelques essais ratés, puisque en fait, ils recherchent toujours, et je vous remets encore le tableau que je vous avais montré la fois dernière, ils recherchent toujours à avoir un maximum de contagiosité et de létalité en même temps. D'accord? Bien. Et nous arrivons donc maintenant en 2019-2020 avec ce fameux coronavirus. Et là, c'est ce que je n'ai pas vu, c'est là où je me suis trompé. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la stratégie des médias et la stratégie du gouvernement chinois est totalement l'inverse, pour des raisons différentes d'ailleurs, de la stratégie de 2001.
De 2009, pardon, avec H1N1. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie des médias, cette fois-ci, c'est de minimiser la réalité effroyable qui se passe actuellement en Chine. C'est-à-dire, on est en train de nous rassurer sur le fait que, ok, on en est à, je ne sais plus combien, 20 000, 30 000 cas infectés et 600 morts. On fait un rapide calcul, on se dit, bon, ok, on a un taux de mortalité de 2%, mais en plus, comme tous les cas ne sont pas répertoriés, j'ai entendu plusieurs experts dire, on est probablement plutôt aux alentours de 1% de mortalité, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est pas plus grave qu'une grippe saisonnière. Et ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi les médias jouaient à cela. En fait, ils ont tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2009. Ils ont tiré comme enseignement que lorsqu'ils exagéraient trop, à force de crier au loup, eh bien, plus personne n'avait peur et plus personne ne s'inquiétait et de plus en plus de personnes se méfiaient de la solution qui leur était vendue, c'est-à-dire, cher et vilain d'ailleurs, avec nos impôts, c'est-à-dire les fameux vaccins et les fameux antiviraux. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont méfiantes par rapport à la vaccination en disant « mais attends, mais à quoi on joue là ?» Et on entend de plus en plus parler des effets secondaires graves, on entend de plus en plus de voix qui s'élèvent, et j'en fais partie, sur l'inefficacité, l'inutilité et la dangerosité des vaccins, c'est-à-dire qu'en fait les vaccins ne servent à rien. Et si vous êtes encore en train de croire que les vaccins ont permis d'éradiquer la plupart des maladies, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de la vaccination. Vous savez qu'entre 1890 et 1960, toutes les maladies infectieuses ont diminué, la mortalité liée aux maladies infectieuses a diminué de 90%. C'est-à-dire qu'entre je vous montre le graphique à l'écran, entre 1890 et 1960, date à laquelle on a commencé à vacciner de plus en plus fort la population, eh bien les maladies infectieuses avaient diminué de 90%. Alors qu'il n'y avait pas de vaccin. Et je vous rappelle qu'il y a des maladies infectieuses qui ont pratiquement disparu, pour lesquelles il n'y a pas de vaccin qui existe actuellement. Et pourtant, celles-là aussi ont suivi la même courbe de décroissance. Alors de grâce, arrêtez de croire à cette propagande qui vous fait croire que c'est grâce à la vaccination qu'on a sauvé des centaines de millions de vies dans les pays. Par contre, depuis qu'on vaccine de plus en plus, on voit le taux de maladies chroniques exploser, on voit le taux d'autisme exploser, on voit le taux de cancer exploser, on voit le taux d'allergie exploser. Et ça, je n'ai pas encore eu le temps de terminer mon dossier spécial sur la vaccination dans ma chaîne privée, mais si vous voulez avoir plus d'informations, celles-là, vous ne les aurez pas sur YouTube ou sur Facebook, vous les aurez sur ma chaîne privée. Et vous les aurez gratuitement. Parce que je trouve que c'est trop important d'arrêter d'être dans cette propagande qui dure depuis maintenant plus de 200 ans à propos des vaccins. Les vaccins n'ont jamais fonctionné. Et il y a des milliers de pédiatres, de chercheurs, d'auteurs, de journalistes scientifiques qui le prouvent avec des milliers d'études à l'appui. Mais on continue à nous faire croire que la seule solution, c'est la vaccination. Et je vous le dis de façon très calme, puisque, écoutez, j'ai rien à vous vendre et je m'en fous si vous allez vous faire vacciner. Moi, mon devoir, c'est de vous donner l'information la plus juste possible. Et quand elle est fausse, eh bien, je me remets en question comme je le fais aujourd'hui. Bien, ça va ? Donc, la stratégie des médias cette fois-ci, c'est qu'ils ont tiré les enseignements de leur campagne désastreuse de 2009 en disant, mais cette fois-ci, on va minimiser les choses, on va justement être avec un discours rassurant, on va dire aux gens, écoutez, ne vous en faites pas, tout est sous contrôle, etc. Et puis, la pandémie va arriver en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, etc. Là, ils vont voir tous les gens tomber comme des mouches, et là, on va pouvoir leur dire, vous voyez,
Hein? Tous ces anti-vaccinaux, ce sont des criminels qu'on va arrêter et mettre en prison. Et en attendant, nous, maintenant, on vous recommande la vaccination. Et c'est même pas qu'on vous recommande, mais on vous impose la vaccination. C'est ça qui risque de se passer. Je mets ça encore au conditionnel et j'espère de tout mon cœur que ça ne va pas arriver. Parce que je pense à mes filles, je pense à mes ex-femmes, je pense à mes amis, je pense à moi. Et je me dis, bordel de merde, s'ils arrivent à ça, ils auront gagné, les salauds. Parce que vous voyez, les quelques faits que j'ai recueillis, c'est qu'il y a quelques mois, Bill Gates, le fameux Bill Gates qui a une fondation, Bill et Melinda Gates, fondation qui fait la promotion de la santé dans le monde, c'est-à-dire la promotion de campagnes de vaccination dans le tiers-monde, sachant que Bill Gates a aussi des gros intérêts chez les fabricants de vaccins. Donc en fait, ce qu'il donne avec la main droite, avec une énorme défiscalisation, il le récupère 10 fois avec la main gauche grâce aux compagnies qui fabriquent les vaccins qui sont offerts par la fondation Bill et Melinda Gates. Bon, de toute façon, pour moi, Bill Gates, c'est clair, c'est un des plus grands eugénistes modernes de ce monde. C'est quelqu'un qui a des visées génocidaires. Il veut réduire la population mondiale. Voilà. Et il y a quelques mois, il était invité dans une réunion où il a montré une simulation. Et je vous montre à l'écran la simulation. Donc vous voyez, il montre ce qui pourrait se passer en 6 mois de temps. Avec un modèle de coronavirus justement qui pourrait être à la fois très contagieux et très mortel. Vous avez remarqué que c'est parti de Chine, comme par hasard, et ça envahit le monde avec le nombre de millions de morts en quelques mois que cette pandémie allait faire. Donc il a présenté ça il y a moins de 2 ans. Il faut savoir aussi qu'en octobre 2019, au forum de Davos, ils ont fait un exercice de simulation où toute la réflexion c'était mais comment est-ce qu'on va se préparer à une pandémie? Nous ne sommes pas prêts, mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie, etc. Je vous donnerai tous les détails et tous les liens que vous pourrez cliquer pour justement aller trouver. Moi, je vous donne juste le résumé. Et alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'en France, le 5 décembre 2019, alors qu'on ne parlait même pas encore de pandémie, il y a un projet de loi qui a été déposé très rapidement par des membres de La République En Marche. Et vous savez ce que je pense effectivement de notre ami Emmanuel Macron, dont la campagne a quand même été financée par les banques et par les compagnies pharmaceutiques. Et le cadeau que Macron a fait dès qu'il est arrivé au pouvoir de mettre 11 vaccins obligatoires et bientôt 12 maintenant pour les nouveau-nés. Et donc, un député de La République En Marche a proposé un projet de loi dont je vous donnerai aussi la copie. Et donc, ce projet de loi prévoit l'obligation et la contrainte de mise en quarantaine en cas de pandémie. Et donc, en fait, je dirais la suppression de toutes les libertés individuelles et de la liberté de choix. Et voilà, c'est un projet de loi, je ne sais pas s'il a été voté déjà, mais en tout cas, il a été présenté le 5 décembre. Toujours au niveau des faits, il y a un médecin chinois qui a voulu alerter début janvier d'un début de pandémie. Il en a parlé avec ses collègues et lui et ses 7 collègues ont été bâillonnés, ont été menacés et il vient de mourir. Alors, la version officielle, c'est qu'il est mort d'avoir été infecté lui-même par ce virus. Est-il vraiment mort de ce virus? A-t-il été tué? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair que l'alerte qu'il avait lancée n'a pas été suivie pendant plus de 3 semaines, ce qui fait que la Chine a laissé traîner les choses et a laissé traîner la contagion. Alors, il y a une chose effectivement que je n'avais pas vue au niveau de ce coronavirus, c'est que
il peut exister une situation où un virus est à la fois très contagieux et très mortel. C'est quand il y a une période d'incubation assez longue qui permet de contaminer les autres avant de provoquer des symptômes morbides chez la personne hôte. Donc imaginez, vous attrapez le virus et pendant 14-15 jours, vous êtes porteur du virus et donc vous êtes capable de le propager vis-à-vis de toutes les personnes que vous allez rencontrer, mais sans être déclaré malade. Et puis vous tombez malade, et puis vous mourrez. Ça veut dire que là, on a la formule, on a le saint graal de la guerre bactériologique, c'est-à-dire qu'en fait, on a un virus qui est à la fois très contagieux, très mortel, parce qu'il y a cette fameuse période d'incubation qui permet justement d'être à la fois mortel et contagieux. Et c'est là où je me suis planté dans l'information que je vous ai donnée. C'est qu'au moment où je vous parlais il y a quelques jours, j'ignorais qu'il y avait un temps d'incubation de 14 jours. C'est ce qui est estimé. En plus, vous le savez, Wuhan est la ville où se trouve le seul laboratoire P4 de Chine, laboratoire dans lequel justement on travaillait sur les coronavirus et sur la manipulation de coronavirus les plus virulents possibles dans la perspective d'une guerre bactériologique. J'ai même retrouvé un document d'un discours d'un général de l'armée communiste et donc c'était un discours déjà d'il y a 20 ans où ce général disait écoutez, la Chine est en train d'exploser sur le plan démographique, il faudra bien que nous allions envahir d'autres territoires et la meilleure façon de prendre possession de nouveaux territoires, ce serait de décimer les populations en interne et en externe. Et les 3 pays qu'il visait essentiellement, c'était les États-Unis, le Canada et l'Australie, en disant que c'était finalement les territoires où il y avait le plus d'espace pour pouvoir loger les Chinois qu'on ne parvient plus à contenir dans la Chine actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'une migration d'une partie de la population chinoise après avoir nettoyé les territoires. Ça, c'est ce que disait ce général il y a 20 ans. Peut-être que c'est complètement un fantasme, peut-être que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Moi, je le redis. Moi, je vous dis ce que j'ai récolté comme information actuellement. D'accord ? N'empêche que c'est quand même assez drôle que le foyer de l'épidémie parte de là où se trouve le laboratoire qui travaille sur le coronavirus. Coronavirus d'ailleurs qui a été volé par des scientifiques chinois à un laboratoire de niveau P4 au Canada, qui est le laboratoire de Winnipeg. Et ce qui me préoccupe encore plus, c'est que le chef du laboratoire de cette époque-là, à Winnipeg, donc au Canada, c'est le professeur Plumer, P-L-U-2-M-E-R, et le professeur Plumer, qui depuis lors travaille au Kenya, a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes là aussi, à Nairobi le 6 février dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours de cela. Est-ce que Plumer savait des choses à propos de ce coronavirus qui a été malencontreusement volé par des scientifiques chinois qui travaillaient au laboratoire de Winnipeg et qui s'est retrouvé au laboratoire de Wuhan? Vous voyez, tout ça, c'est entouré de beaucoup de mystères. Il y a une enquête de la Gendarmerie royale du Canada qui est restée évidemment extrêmement confidentielle étant donné le niveau de sécurité que ce genre d'information requiert, ce que je comprends parfaitement. Mais ça fait quand même beaucoup d'accumulation d'éléments qui portent à croire que on se demande finalement comment ce virus s'est retrouvé dans la nature. Et en tout cas, dans l'étude du Lancet qui a disparu depuis 2-3 jours, on démontrait que les premiers infectés n'étaient pas des gens qui avaient fréquenté le marché de Wuhan et que donc l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est que ce sont des gens infectés qui sont venus dans le marché de Wuhan, et comme un marché c'est un lieu extrêmement dense au niveau de la population,
ont commencé à infecter les personnes qui fréquentaient le marché de Wuhan. Mais au départ, les premiers infectés auraient été infectés non pas par la nourriture qui était proposée dans le marché, non pas par les fameuses chauves-souris qu'on rend responsables de tous les maux, alors que probablement le virus s'est échappé tout simplement parce que... Parce que quoi? Parce que qui? Ça, je n'ai aucune réponse et je ne vais pas m'engager dans des conjectures. Est-ce que ce sont les Chinois eux-mêmes qui sont en train de décimer une partie de la population parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop nombreux? C'est possible, si on en croit le général chinois d'il y a 20 ans. Est-ce que ce sont les Américains qui ont décidé de mettre par terre la Chine, qui est une puissance économique de plus en plus menaçante pour la suprématie des États-Unis, et donc il y aurait peut-être des espions américains ou des Chinois qui sont des agents doubles qui ont volontairement sorti les virus du laboratoire pour décimer la population chinoise sur ordre des États-Unis. Est-ce que c'est une négligence, comme ça existe souvent, parce que j'ai lu des articles qui disent qu'il y a eu pas mal de négligence dans le laboratoire P4 depuis qu'il existe en Chine, avec un silence total parce qu'ils ne veulent pas perdre leur boulot et ils ne veulent pas perdre leur honneur, et donc ils préfèrent ne rien dire et être soumis à ce que la hiérarchie leur dit de ne pas dire ou de dire. Je n'en sais rien. En tout cas, y a quand même quelque chose d'assez curieux qui a été publié par des journalistes indépendants où vous voyez ici à l'écran où on montre le nombre de cas détectés. Ça c'est donc le chiffre de gauche, puis le deuxième cas c'est le nombre de cas suspectés, et puis le troisième chiffre c'est le nombre de guéris, de personnes guéries après avoir été réputées infectées, et le quatrième nombre c'est le nombre de cas de mortalité, le nombre de morts. Est-ce que vous voyez le nombre de morts qui s'affiche sur l'écran? Bien. Et quelques heures plus tard, donc regardez bien la date, la date c'est le 1er février, et donc quelques heures plus tard, cette même entreprise qui est la plus grosse entreprise de pharmacovigilance qui s'appelle Tencent, cette compagnie a corrigé très grossièrement les chiffres pour revenir aux chiffres qui nous sont donnés officiellement par les médias, où là on retombe à quelques 500 morts en date du 2 février. Donc c'est quand même assez inquiétant de passer de plus de 20 000 morts à tout à coup 500 morts déclarés. Et donc on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe véritablement ? J'ai écouté hier une interview d'un biotechnologue, d'un spécialiste en tout cas des biotechnologies anglais, donc c'est une interview qui est en anglais, en British. Et lui, il disait que actuellement, il est très probable, alors je vous le dis, il est très probable que, donc c'est Neil Ferguson de l'Imperial College of London, qui disait que probablement que la Chine connaît actuellement 50 000 nouvelles infections par jour, donc on est très très loin des chiffres officiels dans les médias, et que probablement dans les prochaines semaines, ça se traduira par 7 500 nouveaux décès par jour, donc un taux de mortalité qui serait monté à 15%, et donc on est loin des 1 ou 2% qui nous ont été annoncés depuis le départ par les médias officiels. Dernière information que j'ai reçue il y a quelques heures par un de mes contacts et un de mes informateurs, où des journalistes infiltrés en Chine disent qu'ils ont documenté les conditions épouvantables dans les salons funéraires de la province de Hubei, donc la province où se trouve Wuhan, qui traite les morts produits par la pandémie du coronavirus, selon les rapports publiés à Taïwan. Évidemment, ils ne peuvent pas
publié en Chine. Les corps en Chine s'accumulent pendant une semaine alors que les fours de crémation fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui conduit les travailleurs des salons funèbres à presque s'effondrer car ils brûlent des centaines de corps par jour sans fin. Donc on parle par exemple d'un seul salon funéraire à Wuhan qui incinère 316 corps par jour, un autre salon funéraire qui a incinéré, attendez, je recherche le chiffre, 576 corps par jour à elle seule, et vous imaginez bien que sur une ville de 11 millions d'habitants, il n'y a pas que un ou deux salons funéraires, ce qui veut dire que d'après les informations dont je dispose, mais qui sont toutes à mettre au conditionnel, on serait plutôt sur un schéma où on aurait déjà dépassé les 30 ou 40 000 morts en quelques semaines, et avec un taux de mortalité et de contagiosité extrêmement élevé. Taux de mortalité qui est en train d'être réévalué à 15%. Et ça, les médias ne vous en parlent pas. Alors pourquoi ? Je pense que c'est pour la même raison qu'ils ne nous ont pas parlé de l'arrivée du nuage radioactif de Tchernobyl. Pour ne pas provoquer des paniques au niveau de la population, tout simplement. Et je comprends du point de vue du gouvernement que d'avoir des émeutes, des gens qui vont se précipiter dans les magasins, faire des réserves de nourriture, faire des réserves de carburant, commencer à se battre pour essayer de survivre, pour prendre d'assaut les pharmacies, pour avoir des masques, etc., etc. C'est clair que du point de vue d'un gouvernement, des troubles sociaux de cette ampleur-là, ils ne le veulent pas. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on l'a vu encore avec l'usine de Rouen qui a brûlé, ils préfèrent dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a rien à voir, passez votre chemin, messieurs, dames. Pour le nuage de Tchernobyl, c'est la même chose, sauf qu'après cela, ils ont sur la conscience des dizaines de milliers de cancers de la thyroïde, parce que les gens simplement n'ont pas été prévenus, comme en Allemagne, de ne pas récolter leurs légumes cette année-là, au moment du nuage de Tchernobyl, et donc de ne pas être irradiés. Si le gouvernement français avait agi comme le gouvernement allemand, il y aurait eu beaucoup moins de cancers de la thyroïde en France, et surtout dans l'est de la France et sur le territoire suisse. Voilà. Et dans les Alpes aussi, puisque le nuage a longé la frontière jusqu'à la Méditerranée. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les médias, pour l'instant, ne disent rien. C'est qu'ils ne veulent pas provoquer de panique. Et moi non plus, je ne veux pas provoquer de panique, mais je vous préviens que si toutes les informations que je viens de vous donner se confirment, on va passer des heures difficiles. Et donc, j'en arrive à qu'est-ce que je dirais à mes filles, qu'est-ce que je dirais à mes ex-femmes, qu'est-ce que je dirais à mes amis, qu'est-ce que je me dirais à moi en cas de crise majeure au niveau sanitaire. Première chose que je dirais, c'est surtout ne prenez pas d'antiviraux. Alors, je ne suis pas en train de vous le dire à vous, parce que vous n'êtes pas mes amis, vous n'êtes pas mes filles. Et je n'ai pas le droit de dire ce que je suis en train de dire parce que ce serait me mettre sous le coup de l'exercice illégal de la médecine. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Ça va ? Donc soyons très clairs là-dessus. Je tiens à garder ma liberté. J'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur de me faire tuer, mais par contre, j'ai envie de garder ma liberté pour pouvoir continuer à faire le travail qui correspond à ma mission de vie. Donc moi je vous donne les informations. Et donc là, je vous prépare, c'est promis, un dossier spécial sur les antiviraux le plus rapidement possible que je vais mettre sur ma chaîne privée. Et uniquement sur ma chaîne privée. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est pas pour recueillir des adresses courriels supplémentaires. C'est pas ça. L'enjeu pour moi, c'est qu'il est possible que ma chaîne soit fermée à un moment donné. Elle est déjà sabotée. Il y a déjà des choses bizarres qui se passent au niveau de YouTube et encore plus de Facebook. Donc, moi, je veux pouvoir garder le contact avec vous de façon la plus directe possible. La façon la plus directe possible, c'est d'avoir vos courriels pour pouvoir vous informer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, inscrivez-vous sur ma chaîne privée. Après, vous pouvez vous désinscrire si vous voulez. Je m'en fous. Voyez ?
Moi, ça me coûte de l'argent d'avoir des adresses courriel dans ma base de données parce que je paye, chaque fois que j'ai 10 000 nouvelles adresses, je paye plus cher au niveau de la gestion de ces adresses. Donc, une fois que vous n'aurez plus besoin de moi, eh bien, désinscrivez-vous de la chaîne privée ou restez-y, ça m'est complètement égal. Ça va? Mais je sais que je ne vais peut-être pas faire long feu encore sur YouTube, donc inscrivez-vous à la chaîne privée, je vous donnerai un dossier spécial sur les antiviraux et sur le danger des antiviraux. Ça va? Deuxième chose que je dirais à mes filles, mais que je ne vous dis pas à vous parce que je n'en ai pas le droit, c'est si on vous propose des vaccins, n'allez pas vous vacciner. Les vaccins sont inutiles, inefficaces et dangereux. Et là aussi, il y a un dossier en préparation sur les vaccins. Vous savez, il y a des gens qui ont passé leur vie entière. Hein. Je vous parlais il y a quelque temps de Sylvie Simon, qui a passé sa vie entière à apporter la preuve que les vaccins sont basés sur un mensonge manifeste et une propagande énorme. Alors c'est clair que jamais je n'irai me faire vacciner. D'autant plus que il y a un autre enjeu qui a l'air d'être de la science-fiction, mais qui n'est pas de la science-fiction, c'est que les informations dont je dispose me font dire que, sous prétexte d'une vaccination obligatoire et généralisée, répandue à tout le pays, on va en profiter pour nous injecter une puce RFID microscopique qui est grosse comme un grain de sel. Donc vous voyez ce que c'est un grain de sel, c'est microscopique. Et donc dans la seringue, en fait dans l'aiguille de la seringue, se trouvera chaque fois une puce RFID identifiée. Un de mes informateurs me disait, mais Jean-Jacques, est-ce que tu te souviens que les seringues pour la grippe H1N1 étaient des seringues avec des codes barres? Et j'ai dit non, je ne m'en souvenais pas. Il dit mais pourquoi est-ce qu'il y avait un code barre sur les seringues? Eh bien c'était pour pouvoir associer votre identité, qui est de plus en plus électronique. Hein. Je vous rappelle que votre carte de crédit est électronique, votre carte d'identité est électronique, votre carte médicale est électronique, votre carte mutuelle est électronique. En fait tout commence, votre passeport a une puce RFID maintenant. Eh bien en fait, quand on va vous injecter quelque chose, on va prendre votre carte d'identité et on va associer la puce qu'on a mis dans votre corps en lien avec les informations électroniques. Ce qui veut dire que quand on voudra vous repérer quelque part, même si vous n'avez plus de téléphone cellulaire sur vous, téléphone portable sur vous, etc., eh bien vous serez pucé comme les animaux. Et on pourra vous retrouver n'importe où, n'importe quand, 24 heures sur 24. C'est aussi un des enjeux de cette campagne de vaccination. Donc s'ils ne parviennent pas à tuer tout le monde sur la planète, hein, parce qu'il y a quand même des intentions, à mon avis, qui sont pas mal génocidaires, eh bien, on pourra au moins contrôler les survivants. C'est ça, les enjeux aujourd'hui. J'espère sincèrement me tromper, parce que je pense à mes enfants, à mes futurs petits-enfants, à tous ceux que j'aime. Ça me fait chier de voir que nous avons échoué. Et je vous le dis, les larmes aux yeux. J'ai sacrifié 4 mois de ma vie à me battre presque jour et nuit contre ce projet de vaccination encadré militairement en 2009. J'ai eu 32 menaces de mort, je les ai comptées. J'ai été injurié, j'ai été lynché par les médias, mais je pensais qu'on avait gagné, vous voyez. Et ça m'emmerde de devoir recommencer à alerter la population, à faire le travail que les journalistes ne font pas. Et ce qui m'emmerde, c'est qu'ils sont bien plus préparés, cette fois-ci, qu'il y a 10 ans de cela. Et ils ont je dirais, tout l'arsenal juridique maintenant pour nous imposer une vaccination obligatoire ou des traitements par des antiviraux et le puçage. Et qu'est-ce qu'ils feront des récalcitrants? Qu'est-ce qu'ils feront de ceux qui refuseront la vaccination? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont nous mettre en prison? Est-ce qu'ils vont nous mettre dans des camps de concentration? Je ne sais pas.
Et je vous le dis très sincèrement, avec beaucoup d'émotion. Je ne pensais pas avoir de l'émotion là maintenant, mais bon, enfin, je vais arriver à la fin de ma vidéo. Je vous dirai comment moi je me situe spirituellement par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que je conseillerais aussi à mes filles, à mes ex-femmes, à mes amis? Ça vous fait rire peut-être mes ex-femmes, mais j'ai de très très bonnes relations avec mes deux ex-femmes qui sont vraiment les deux femmes de ma vie et pour qui j'ai encore énormément d'amour. Je leur dirais de faire un minimum de réserve de nourriture non périssable, de faire un minimum de réserve d'eau si vous n'avez pas de l'eau très potable, peut-être de faire un peu de réserve de carburant aussi pour pouvoir vous déplacer. Et si une pandémie est déclarée, ben restez chez vous, n'allez plus au travail, protégez-vous. Ayez le moins de contacts possible et renforcez votre système immunitaire. Alors là aussi, là je vais travailler avec des naturopathes pour leur demander qu'est-ce que vous conseillez pour renforcer dès maintenant le système immunitaire de telle sorte que vous ne soyez pas atteint par cette saloperie. Mais ça, il y aura un dossier aussi que je mettrai gratuitement à votre disposition. Écoutez, pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Pensez bien que c'est pas le moment pour moi de penser à gagner de l'argent. Bon, tant pis si je fais faillite à la suite de cela, mais au moins j'aurais fait ce que je sentais que je devais faire. Donc, euh, je vous rappelle aussi que travailler à rester le plus zen possible, à respirer dans le ventre, à décroiser les jambes, à vous ancrer, à aller vous promener dans la nature, tant que vous pouvez encore aller vous promener, etc. Tout ça, ça va vous permettre de préserver votre système immunitaire. Je vous rappelle que la peur, c'est un des plus grands poisons du système immunitaire. Donc, c'est pour ça que pendant 2 jours, j'ai hésité, j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi en disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas la vérité? Parce que je sais que je suis en train de provoquer de la peur chez vous, de la même façon qu'il faut que je travaille vachement sur moi pour l'instant pour ne pas avoir peur de cette saloperie qui arrive. Et de me dire, ok, je me tourne maintenant vers la confiance que je peux avoir dans mon corps. Et tant mieux pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont déjà une hygiène de vie, tant mieux pour tous ceux qui m'écoutent, qui ont une alimentation biologique, une alimentation saine depuis longtemps, qui ont des habitudes de vie saines. Et les autres, il n'est pas trop tard pour changer de radicalement, drastiquement de qualité de vie. Parce que c'est votre vie qui se joue actuellement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà, je ne peux vous dire que cela. Mais travaillez sur votre peur. Restez dans la lumière, restez dans la confiance que vous pouvez avoir dans votre corps qui est bien plus intelligent que toutes ces saloperies construites par des militaires. Tout le monde ne mourra pas. Alors si vous voulez être du lot de ceux qui ne meurent pas, eh bien prenez soin de votre corps, prenez soin de votre alimentation, prenez soin de l'eau que vous buvez, arrêtez de bouffer du sucre, arrêtez de fumer. Et il y aura un dossier aussi dans ma chaîne privée sur quelques conseils que je ne peux pas vous donner moi-même, mais que des naturopathes pourront vous donner par mon intermédiaire sur peut-être les huiles essentielles à utiliser pour renforcer, pour booster votre système immunitaire. Et je terminerai par une dimension totalement spirituelle par rapport à ça, et j'en aurai fini aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais peu importe. Actuellement, dans ma vie, je suis en train d'envisager le pire. C'est-à-dire, j'envisage le fait que cette pandémie se répande dans les pays occidentaux, dont vous faites partie pour la grosse majorité d'entre vous. Je sais qu'il y a des Africains qui m'écoutent aussi régulièrement et je les salue aussi. Donc, si j'envisage le scénario, le pire scénario, et que la menace de mort arrive comme en Chine,
J'ai vu pas mal d'images sur les chaînes américaines, sur les chaînes privées américaines et anglaises, et je peux vous dire que ce que j'ai vu est effrayant. Des gens qui tombent comme des mouches, comme ça, d'une seconde à l'autre, boum, ils tombent et ils tombent morts, pris par des convulsions. Si ça arrive, et si la perspective d'une mort certaine est dans le spectre d'un futur potentiel, mais il y a d'autres futurs potentiels, effectivement, c'est que je me dis, il y a deux choses que j'ai envie d'adopter et que j'adopte. Depuis ce matin, en fait, j'ai adopté cette posture. Je me suis dit, ok, si je meurs dans 3 mois à cause de cette saloperie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ces 3 derniers mois? Et je pensais à cette histoire de Socrate que j'ai déjà racontée à mes étudiants. Socrate avait été condamné à mort par le pouvoir en place parce que, soi-disant, il corrompait la jeunesse. Et donc, Socrate savait qu'il lui restait 3 jours à vivre. Il était enfermé dans une prison et on lui avait dit que 3 jours plus tard, il devrait boire la ciguë, qui est un poison mortel et extrêmement virulent. Et Socrate, qui était dans sa prison, entouré de ses disciples comme Platon, Aristote et tous les autres, a demandé à ce qu'on lui envoie un professeur de lyre, c'est-à-dire l'instrument de musique, la lyre, pour apprendre à jouer de la lyre. Et Platon dit à Socrate, mais enfin Socrate, ça te sert à quoi d'apprendre à jouer de la lyre? Dans 3 jours, tu seras mort, tu n'iras jamais donner de concert, tu n'auras jamais aucune maîtrise de l'instrument. Ça te sert à quoi, dans les 3 derniers jours de ta vie, d'apprendre à jouer de la lyre? Et Socrate répond, ben, ça me sert à apprendre à jouer de la lyre. C'est-à-dire, je vis chaque jour de mon existence le plus pleinement possible, le plus dans la lumière possible. Parce qu'effectivement, nous allons tous mourir un jour. Alors, est-ce qu'on va mourir dans 3 mois, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans, ou dans 50 ans? On n'en sait rien. Mais si nous apprenions, grâce à cette épreuve qui est en train de nous tomber dessus, à vivre chaque jour le plus intensément possible, à dire à ceux que nous aimons que nous les aimons, à poser des gestes altruistes, comme je suis en train de le faire là. Je ne suis pas en train de sauver mes fesses là. Moi, toutes ces informations, je les ai, je n'ai pas besoin de vous les enseigner. Je gagne rien à cela. Au contraire, je vais me faire ridiculiser et je vais me faire mettre dans le pointeur, peut-être, des autorités qui ne veulent pas me laisser parler. Mais j'ai 2 grands archanges dont plusieurs voyants m'ont déjà dit qu'ils mesuraient à peu près 3,50 m et qui sont là pour me protéger. Alors, je continue, tant que je peux continuer. Mais si chaque jour de votre vie, vous pouviez vivre votre journée le plus intensément possible, ce serait vraiment génial. Et si en plus, vous pouviez envoyer de la lumière, prier pour mettre des bulles de lumière autour de votre propre corps, pour remplir votre corps de lumière, pour inonder la terre de lumière, je suis certain, mais ça c'est une certitude, que la virulence du coronavirus va diminuer drastiquement et ne pourra pas réaliser son projet génocidaire. Voilà. Dernière chose, je vous mets un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous-même télécharger cette vidéo-ci et que vous puissiez la reposter sur votre propre chaîne YouTube, sur votre propre blog, sur votre propre, sur votre propre page Facebook, peu importe. Donc vous pouvez soit partager, mais si ma vidéo ou si ma chaîne est fermée, eh bien, vous aurez la possibilité d'aller chercher avec le lien qui se trouve, c'est un lien de téléchargement, donc vous allez pouvoir télécharger la vidéo et pouvoir la remettre. Et donc nous allons inonder, c'est un peu le projet que je vous propose, c'est d'inonder YouTube, c'est d'inonder Facebook de toutes parts avec la même vidéo
pour que la censure de YouTube ou de Facebook ne soit plus présente. La seule chose que je vous demanderai, c'est de laisser le commentaire qui se trouve sous la vidéo pour que les personnes puissent elles-mêmes s'inscrire à la chaîne privée ou pour qu'elles puissent elles-mêmes télécharger la vidéo et la reposter sur leur propre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous demande ça. Vous le faites, vous êtes tout à fait libre évidemment de le faire ou de ne pas le faire, mais en tout cas moi j'aurais fait ma part d'information et donc ayez confiance dans la sagesse de votre corps, ayez confiance dans l'intelligence de votre système immunitaire, mais prenez soin de votre corps, prenez soin de votre système immunitaire, prenez soin de la lumière dont nous avons tous besoin, nous les êtres humains, et vous verrez que la lumière sera toujours plus forte que l'ombre. Je vous embrasse. Merci.